Bonsoir tout le monde, mesdames et messieurs, chers invités, honorables panélistes, chers participants, chers membres de ma belle promo. C'est à la fois un grand honneur et un privilège pour moi de vous souhaiter une cordiale et chaleureuse bienvenue au nom de l'association Ma Belle Promo à cette conférence sur les enjeux numériques au Togo. Certains me demanderont ce que c'est que Ma Belle Promo. Je vais juste peut-être le dire en une phrase parce que je pense que Monsieur Aïna, s'il ne l'a pas encore fait, il va le faire. Eh bien, Ma Belle Promo, c'est une association qui regroupe les anciens étudiants de la faculté de droit de Lomé, comme certains ici, sauf que la particularité, c'est que cette promotion regroupe plusieurs, des années 94 à 2000. Alors, nos objectifs peuvent être résumés en un seul mot, la solidarité, d'abord entre nous les membres et puis autour de nous. Le droit numérique n'est pas exclusivement le domaine des experts en informatique ou encore des juristes spécialisés. Il concerne, disons, tout le monde. Les avancées technologiques transforment aujourd'hui de façon drastique notre monde et la façon dont nous travaillons et la façon dont nous interagissons. Ainsi, aujourd'hui, il est impératif pour les jeunes, qu'ils soient étudiants en droit ou dans d'autres domaines, d'intégrer ces enjeux dans leurs activités quotidiennes. C'est donc dans cette perspective que cette conférence s'inscrit. Elle représente donc la modeste contribution de notre association Ma Belle Promo à la préparation du Togo à affronter ces nouveaux défis. Il faut rappeler que notre association a jusque-là s'est beaucoup concentrée sur Lomé et aujourd'hui nous sommes très fiers de les décentraliser vers le nord du pays. C'est alors une étape très significative vers une compréhension holistique des défis et opportunités qui nous attendent. Je voudrais ici saluer les jeunes du CAEJ, sans qui cette conférence n'aurait pu être une réussite. En unissant nos forces, nous avons pu créer une plateforme où les jeunes étudiants, les professionnels du droit, les technologues et les penseurs peuvent ensemble discuter, apprendre et contribuer à la construction d'un Togo préparé face au changement numérique. Je ne saurais finir ce mot sans exprimer ma profonde gratitude au professeur Santos Akwete, qui, je pense, ne va pas tarder à nous rejoindre. Il a eu quelques soucis de connexion et sa présence aujourd'hui rehausse l'image de cette conférence. En effet, le professeur Santos, par sa carrière exceptionnelle, incarne pour nous tous la nécessité de nous préparer et d'appréhender les enjeux numériques avec une vision globale. Bien qu'ayant été informé à la dernière minute, il s'est rendu disponible pour être avec nous aujourd'hui. Cher doyen, infiniment merci. En conclusion, cette conférence n'est pas simplement un événement, c'est un appel à l'action. En intégrant les enjeux liés au numérique dans nos activités quotidiennes, nous contribuons à forger un avenir plus fort et plus résilient pour le Togo. Enfin, un grand merci à nos jeunes frères et sœurs de Kara qui sont sur place, à tous ceux qui sont en ligne pour suivre cette conférence. Merci surtout à l'équipe technique qui a travaillé jour et nuit pour la réussite de cette conférence. Merci également à tous ceux qui vont prendre le train en marche afin que cet après-midi soit un moment marquant pour notre engagement collectif envers un Togo numérique informé et préparé. À nous tous, je souhaite une excellente après-midi, surtout riche en discussions et en apprentissage. Je vous remercie. Nous allons inviter le président du CAJS pour qu'il donne aussi, je pense que surtout ceux qui sont en ligne ne connaissent pas vraiment l'association et comme c'est un partenariat que nous faisons, ce serait bon de vous donner quelques minutes afin qu'il nous donne les objectifs de l'association partenaire de cet événement.
Bonsoir à tous. Je suis Wakili Biao du Centre d'action sur l'équité sociale. Je dirais que c'est un honneur pour nous de faciliter l'organisation de partenariat avec les aînés Mamikoro. Aujourd'hui, nous sommes dans le concret et on se dit que ce qu'on fera aujourd'hui aussi va marquer les esprits. Et avec le doigt, le numérique au Togo. Finalement, on va avoir comme ça pour aider une centaine de personnes, de jeunes. Et on se dit en face, au plateau ambitieux, peut-être, voilà, on est aujourd'hui là, dans la salle avec un collègue qui nous accueille. Au centre CAGS, nous sommes juste nés le 6 décembre 2017. Et le 6 décembre dernier, nous avons fêté la 6e anniversaire. Et nous avons pour ambition, sur le but, de contribuer à l'amélioration des conditions de vie socio-juridique et économique, être communauté à la base dans une approche de développement humain durable et participatif. Et on compte aussi sur l'appel pour vous mener à bien bon nombre d'activités. Je me dis que c'est le départ pour une histoire qui sera belle. Merci et bon surtout à tous. On m'a demandé de parler un peu d'éthique. Ça nous prend 5 minutes. Et après, je vais laisser la parole l'éthique et le numérique. L'éthique, c'est quoi? L'éthique, c'est tout ce qui est moral, tout ce qui est une réflexion sur la morale. On a tendance à confondre la morale et l'éthique. Mais l'éthicien, c'est celui qui réfléchit sur l'agir, la capacité de déterminer si une action est bonne ou mauvaise. Et ça n'a pas toujours la questionnement éthique. L'excellente question, c'est pourquoi. Pourquoi ce que j'ai fait est bon? Pourquoi c'est mauvais? Maintenant, de nos jours, les actions sont à la sauce éthique. Par exemple, on parle de consommation éthique, mais la morale qui se définit comme un corpus de règles, de principes, de normes qui orientent le comportement. Est-ce que tout ce que l'humain fait et qu'il juge, on est en fait beaucoup d'autres. Et cela me ramène dans le champ du numérique. Quand je parle du numérique, sans être totalement spécialiste, je parle des applications de ce que nous consommons, donc le WhatsApp et tout ça. Est-ce que tout ce que nous faisons sur ces applications sont des actions de ma présentation serait plus une présentation qui va donner peut-être lieu à des questionnements et des questions à la fin pour pouvoir discuter. Mais ce que j'aimerais attirer votre attention sur dans le domaine du numérique, c'est qu'on est en face de 3 acteurs. Il y a le concepteur de la plateforme du numérique, il y a le consommateur et il y a l'État, l'État ou la société en général. Quels sont les rapports éthiques que ces 3 entités entretiennent? Et quelle est l'approche éthique de chacune de ces entités? Quels sont les principes sur lesquels doivent se baser les concepteurs pour la création de la mise en place de plateformes, par exemple, pour que cette plateforme ou bien ce numérique ne devienne pas un mal à la société. Il y a des approches éthiques, je vais nommer quelques-uns, parce que ce sont des approches éthiques, mais en fait, c'est un mode de pensée.
Et comment on développe cette mode de pensée, c'est le champ. Ça relève du domaine de l'éthique. Si par exemple, je donne le premier principe, par exemple, le principe de la déontologie. Déontologie ici ne veut nécessairement pas dire déontologie au sein d'une organisation. Mais la déontologie impose que la morale soit l'aspect principal qui détermine si une action est bonne ou mauvaise. Ça veut dire que en créant cette plateforme, je dois tout faire pour que la plateforme soit destinée au bien. Le bien ici est perçu comme un devoir de la part du concepteur. Dans notre point de vue, si on prend l'approche utilitaire, ou bien l'utilitarisme, qui voudrait dire que ici, le mot de pensée, c'est que la chose créée soit utile au plus grand nombre. Si on est 8 millions et je crée une plateforme qui est utile à disons 6 millions, j'estime avoir fait un devoir moral. Mais est-ce que, il y a un autre questionnement qui me suit, est-ce que ce jugement est moral? On n'en vient pas. J'aimerais que vous voyez le groupe de pensée qui a derrière tout ça. Il y a aussi l'éthique minimaliste. Il pense qu'on ne devrait pas intervenir la morale ou l'éthique est personnelle. Donc, libre à toi, moi je fais ce que je peux, et libre à toi d'en faire la consommation. Donc, ce sont des approches d'éthique qui déterminent ce qu'est le numérique que nous consommons au jour le jour. Mais pas sans savoir, notamment, c'est là, elle a dit tantôt, que les enjeux sont nombreux. Aujourd'hui, on ne peut pas se défaire. Mais est-ce que tout ce qui est créé ou tout ce que nous avons qui nous envahissent, la technologie qui nous envahisse, tout cela est bon? Ça, c'est le domaine de la réflexion. L'éthique est réflexion, mais en même temps, l'éthique est action. L'éthique est action, si on le voit dans le champ, on parle alors, par exemple, je donnerai l'exemple de l'éthique publique qui se charge de la corruption, des délits initiés, des délits d'intérêt. La bioéthique, qui est l'éthique du vivant, l'éthique des animaux, avec Peter Singer et tout. Donc, ma mission aujourd'hui n'est pas de faire un point de développer un cours spécial ou une approche éthique en particulier. Ma mission, la mission que je me suis donnée, c'est de faire une réflexion sur les enjeux qui conditionnent l'utilisation des appareils numériques. Parce que le seul point qui me reste concerne maintenant la responsabilité. On parle de la juriste, donc il y a la responsabilité juridique avec ce qui vient. Mais il y a aussi la responsabilité éthique. Aujourd'hui, cette responsabilité est mise en sourdine puisque on assiste à une délégation de la responsabilité. Par exemple, sans le plan voiture qui fait un accident, c'est l'assurance qui fait. Donc, on est détaché de cette responsabilité. Si j'utilise mon ordinateur avec les IA qui vient tout ça là, il y a quelque chose qui se passe. On a tendance qu'il y a un détachement de responsabilité. Maintenant, la responsabilité éthique qui va à l'encontre de cette responsabilité, c'est de se porter garant
Oui, ça, c'est moi qui l'ai fait et j'en suis responsable. Mais quel est le processus qui amène à ce que l'individu se lève et dise, c'est moi qui l'ai commis. C'est une réflexion que la société devrait faire pour déterminer quelles sont les valeurs essentielles de la société, dans quelle direction. Je ne vais pas aller plus loin. Je pense que le choix qui est en partie, c'est trouver. Le dernier aspect concerne le support idéo-éducation dans ce support et la demande. Comme il n'y a pas, je n'ai pas suffisamment de temps, je vais juste appeler monsieur, le premier panéliste, monsieur Paul Patana, s'il est là. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, messieurs les organisateurs de Mabel. Bonsoir aux autorités de l'Université de Kara. Bonsoir au directeur informatique de l'OTR, M. Megako. Bonsoir, chers étudiants. Je ne sais pas si vous arrivez à voir mon écran. Vous arrivez à voir mon écran? Ok, très bien. Donc, je suis très honoré de partager quelques informations avec vous cet après-midi. Je m'appelle Pao Batana. Je suis le directeur de IPNet, qui est constitué de deux entreprises, IPNet Expert, qui est un cabinet informatique, et puis IPNet Institute of Technology, qui est une école en informatique, en électrotechnique et énergie renouvelable. Donc, alors, ma présentation donc, va porter sur la protection des données puis cybersécurité. Comme le public est très varié, donc je ne parlerai que de b.a.-ba de la cybersécurité. Donc, nous allons voir en cybersécurité, c'est quoi les menaces, les attaques, les mécanismes et les services de sécurité. Nous allons voir aussi les objectifs de la sécurité informatique. Nous allons étudier aussi la question des vulnérabilités. On va voir si le temps nous permet la sociologie des pirates. C'est-à-dire que qu'est-ce qui motive les pirates? Quelle est la motivation des pirates? Les cibles des attaques informatiques et puis ce qu'on appelle le social engineering, c'est-à-dire les attaques qui exploitent la naïveté de l'homme. Et puis, si le temps le permet, on peut voir un exemple concret d'attaque qui est Keylogger. OK. Vous voyez, dès qu'aujourd'hui vous avez votre téléphone ou bien votre ordinateur connecté sur Internet, c'est comme si vous vous trouvez dans la forêt avec tous les pièges que vous voyez sur mon écran. Les pièges de toutes sortes. Alors, ça c'est le... Alors, si on a le temps, on parlera de Keylogger, c'est un écran sur... donc, alors, maintenant, les questions d'attaque informatique. Il faut comprendre que il y a des attaques créées par l'homme. La majorité des attaques, c'est créé par l'homme, ce n'est pas de la fatalité. C'est ce qu'on appelle humain. Les sources, c'est humain. Il y a des attaques dont la source n'est pas humaine. Et puis, il y a des attaques qui relèvent des désastres naturels. Bon. Parmi les attaques qui viennent de l'homme, il y a des attaques qui sont de type malicieux et des attaques de type non malicieux. Alors, les attaques de type malicieux, ça peut venir des gens de l'extérieur ou ça peut venir du personnel même de l'entreprise. Les attaques de type non malicieux peuvent être des attaques causées par la pure ignorance. C'est-à-dire que quelqu'un peut générer une attaque, mais par pure ignorance. Ce n'est pas qu'il a l'intention de faire du mal.
OK? Donc, voilà grosso modo les menaces, les origines des menaces en informatique, en sécurité informatique. D'accord? Bon, à la fin, si vous le souhaitez, je peux partager la présentation PowerPoint que chacun pourra avoir. D'accord? Bon, alors, maintenant, on appelle attaque informatique toute action capable de compromettre la sécurité de l'information. Un mécanisme de sécurité, c'est tout mécanisme conçu en vue de détecter, prévenir ou recouvrer d'une attaque informatique. Un service de sécurité, c'est tout service qui améliore la sécurité dans le traitement ou le transfert de données informatiques. Un service de sécurité utilise plusieurs mécanismes de sécurité. Donc, vous voyez, il y a le concept d'attaque informatique, il faut que ça soit clair. Il y a le concept de mécanisme de sécurité. Et puis, il y a le concept de service de sécurité. Alors, les attaques informatiques, ça crée des dégâts immenses, quelquefois des milliards de pertes. Récemment, dans les banques, il y a eu des attaques qui ont causé des pertes de millions de francs CFA au Togo. Maintenant, nous allons voir les services de sécurité. C'est-à-dire qu'en sécurité informatique, il faut assurer des services. Le premier service, c'est la confidentialité. OK? La confidentialité, c'est un service qui permet de faire en sorte que seules les personnes autorisées peuvent voir le contenu de l'information. Par exemple, dans une banque, on peut faire en sorte que même l'informaticien qui gère les bases de données des clients ne puisse pas voir le montant des comptes des clients, mais que le directeur commercial et puis un certain nombre d'autorités puissent avoir accès à ces informations. Et pourtant, c'est l'informaticien qui gère la base de données, les bases de données de la banque. Mais on peut faire en sorte que même l'informaticien ne peut pas voir le contenu des informations. Donc, on prend des mesures pour que l'information ne soit vue que par les personnes autorisées. Ça, c'est le service de la confidentialité. L'authentification, c'est un service qui permet de savoir qui est l'auteur de l'information. Par exemple, lorsque vous envoyez une information à quelqu'un, il faut qu'on dispose de mécanismes pour savoir si celui qui prétend être l'envoyeur est effectivement l'envoyeur. L'intégrité. Alors, lorsqu'il y a une attaque, ce n'est pas forcément sur la confidentialité, non. Ça peut être sur l'intégrité. C'est-à-dire que l'intégrité, c'est de prendre les mesures pour assurer que les informations ne soient pas détruites. Parce qu'en fait, quand il y a une attaque, par exemple, quand on dit que il y a eu attaque sur une banque, peut-être la personne n'est pas venue voler l'argent, mais la personne a mené des actions pour mélanger les données de la banque, c'est-à-dire pour détruire les informations. En ce moment-là, on dit que c'est une attaque sur l'intégrité de l'information. La non-répudiation. Alors, la non-répudiation, c'est un service qui permet de s'assurer que il n'y a pas de contestation possible sur l'auteur de l'information. Le contrôle d'accès, c'est un service qui permet de faire en sorte que seules les personnes autorisées peuvent avoir accès à un service. Par exemple, si vous avez une maison et vous pouvez instaurer un système de contrôle d'accès en donnant pas à toutes les personnes la clé de votre salon. Lorsque vous donnez la clé de votre salon à votre épouse et peut-être à votre fils aîné et pas aux autres, ça veut dire que vous êtes en train d'instaurer un contrôle d'accès. Il y a un autre service sur la sécurité, c'est la disponibilité.
quelquefois, il peut y avoir des attaques qui ne détruisent ni l'information, qui ne permettent pas de voir le contenu, mais de faire une attaque de sorte que les gens légitimes n'aient pas accès à l'information. Par exemple, si on conduit une attaque de type, une attaque sur la disponibilité sur un site web, vous n'allez pas, les utilisateurs ne pourront plus avoir accès aux informations du site web, mais les informations ne sont pas détruites. Et ceux qui mènent l'attaque, ils n'ont pas vu le contenu des informations. Donc, lorsqu'il y a une attaque, ceux qui ont mené l'attaque, ils n'ont pas vu les informations, ils n'ont pas détruit les informations, mais il faut en sorte que les utilisateurs n'aient plus accès à cette information. Alors, on dit que c'est une attaque sur la disponibilité. C'est un déni de service. Donc, voilà les principaux services de sécurité. Mais pour assurer ces services, on a besoin, donc voilà le résumé des services de sécurité. Maintenant, les objectifs de la sécurité sont, il faut prévenir les attaques. C'est-à-dire que lorsque vous appelez un ingénieur pour venir vous implémenter de la sécurité informatique, les objectifs peuvent être l'un des 3 objectifs que vous êtes en train de voir sur mon écran. Il peut être question d'installer des mécanismes pour faire en sorte que les attaques n'arrivent pas. C'est ça qu'on appelle la prévention. Il peut s'agir du déploiement de mécanismes qui permettent de savoir, malgré toutes les dispositions qu'on a prises, lorsque les attaques arrivent, qu'on puisse être informé de l'arrivée de ces attaques-là. Et il peut être question de mécanismes qu'on implémente de sorte que malgré tout ce qu'on a fait, lorsque les attaques surviennent, qu'on puisse récupérer les données. C'est-à-dire qu'on puisse reconstituer ce qu'il y avait avant les attaques. Voyez-vous? Donc, prévenir, détecter et quand même recouvrer des attaques. C'est comme quand on va à la guerre. On envoie les soldats, c'est pour vaincre l'ennemi. Mais malgré ça, il va y avoir des blessés, il va y avoir des morts, il va y avoir des blessés. Il faut quand même des mécanismes pour soigner les blessés. Donc, c'est ça la récupération. Ça, c'est les objectifs de la sécurité. Donc, alors, en général, en informatique, les attaques ne sont pas possibles lorsqu'il n'y a pas une vulnérabilité. C'est comme en santé humaine. Si vous tombez, il y a des maladies qui vous attaquent parce que votre immunité a baissé. Donc, dans un système informatique où il n'y a pas de faille, les attaques informatiques ne font que exploiter les failles. Tant qu'il n'y a pas de faille, il n'y a pas d'attaque informatique. D'accord? Les failles en informatique, on les appelle les vulnérabilités. Ça peut être des failles dans le logiciel, ça peut être des failles dans le matériel de l'ordinateur, ça peut être des failles introduites par la configuration des ingénieurs et des techniciens, ou bien ça peut être des failles liées à la mauvaise utilisation du système. Par exemple, un simple utilisateur qui ne respecte pas les règles de sécurité, tout ça, il peut créer une faille dans son entreprise et puis après, les attaques peuvent aller endommager les données dans l'entreprise. D'accord? OK. Bon, alors, ça, on va aller, on va passer. Sociologie des pirates. Chaque attaque informatique vise un but. On en distingue 5. Accès aux données confidentielles. Altération des données. Déni de service. Vol d'informations de service. Augmentation des privilèges d'accès au système. Les pirates, ils sont de quelle catégorie? Il y a les script kiddies. Un script kiddie, c'est un jeune et peu talentueux. Il télécharge et exécute des programmes d'attaque. Généralement, ils attaquent sans discrimination. Ça se trouve parmi les enfants autour de 13 ans, etc., qui sont passionnés. Ils savent qu'il y a des sites qui offrent des attaques gratuitement. Ils lancent, ils mettent une adresse, ils lancent l'attaque juste pour vraiment le fun. Et ça peut tomber sur une banque, ça peut tomber chez n'importe quelle entreprise. Il y a
les employés mécontents qui sont à l'intérieur de l'entreprise, qui aussi, ça c'est une autre catégorie de pirates. Il y a les activistes. Il y a des gens, de la même manière que les gens peuvent aller manifester dans une capitale pour une cause quelconque, ok? Vous pouvez avoir des gens qui lancent des attaques pour de l'activisme. Il y a les voleurs détectives, donc les voleurs d'informations confidentielles. Il y a les vandales, ok? Ceux-là, leur objectif, c'est de causer de dommages que possible sans but précis. C'est comme le terrorisme. Des gens qui font le terrorisme en informatique, ça c'est ce qu'on appelle électronique vandale. Maintenant, il y a les cyberterroristes. OK? Les attaques, c'est attaquer les systèmes informatiques pour instaurer peur et panique. Donc, parmi les pirates informatiques, il y a toute cette catégorie-là. C'est les raisons derrière les attaques. Il y a plusieurs. Maintenant, il y a les crackers et les hackers. Et puis, il y a l'élite. L'élite, l'élite, c'est des pirates informatiques. C'est souvent des espions grassement payés par des compagnies ou gouvernements ayant en tête des cibles bien définies. Au milieu des années 2010, les États-Unis, l'armée américaine a embauché 10 000 ingénieurs en cybersécurité. Dans les années et décennies qui vont venir, les guerres seront en informatique. Les États vont vouloir déstabiliser les autres en allant fouiller dans leur système informatique pour retrouver l'information, modifier l'information ou détruire l'information. Je vais pouvoir m'arrêter ici et puis après, s'il y a des questions, je vais pouvoir répondre. Merci beaucoup. Merci, M. Badana. Merci, M. Badana. Et je pense que toute la salle a vraiment apprécié notre intervention. Si vous avez besoin de toute façon sur la plateforme à proposer le PowerPoint pour ceux qui aimeraient approfondir cela. Nous allons maintenant prier Monsieur Edel Amengambo de se présenter et de passer au développement de son thème. Merci. Merci beaucoup. Je vais rapidement partager mon écran. Si l'administrateur le permet. En attendant, je tiens à remercier l'organisation même de cette réunion conférence webinaire. Je tiens à remercier Monsieur le DG Pao Batana, qui est un parent en sécurité informatique de nous tous. Donc, je vais essayer. OK, merci. Comme présenté, je suis Edem Amegakpo, président sortant de l'Internet Society, la société civile qui s'occupe de la gouvernance de l'Internet. Et comme l'a dit le DGIPNet, je suis le directeur informatique aussi de l'Office togolais des recettes. Le directeur Batana a déjà tout dit. Il a déjà tout dit. Donc moi, je vais essayer juste d'apporter quelques points pour ajouter à sa présentation. Je vais parler un peu de la cybercriminalité au Togo. Qui parle de cybercriminalité, il s'agit de commettre des délits via l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Ma présentation, je ne vais pas trop suivre l'ordre, comme beaucoup de choses ont été déjà dites. Une courte définition, quelques formes courantes dont le directeur Batana a parlé, je vais peut-être les sauter. Et un petit zoom sur la cybercriminalité dans le monde, en Afrique, puis en particulier au Togo. Donc, c'est quoi la cybercriminalité? Il s'agit de toute
activités criminelles réalisées à travers du cyberespace et par le réseau Internet. Par extension, elle intègre toute forme de malveillance électronique effectuée à l'aide des technologies informatiques et de télécommunications. Et ceci se passe dans les deux sens. On utilise les outils, d'accord, pour créer la cybercriminalité. On utilise ces outils pour attaquer donc aussi les assets, les biens informatiques. Donc, c'est un mouvement qui va dans les deux sens. Les systèmes informatiques sont faits pour attaquer et vice-versa. Les attaques vont vers aussi ces systèmes informatiques. Quelques formes courantes. Le DG vient de parler de l'hameçonnage, le phishing, qui sont une sorte d'attaque qui implique l'envoi des messages frauduleux. Il a donné l'exemple de l'élection aux États-Unis. Le cyberharcèlement, le cyberespionnage, lorsque les pirates accèdent aux données du gouvernement, etc., qui se développent beaucoup aujourd'hui entre les différents États, les différentes puissances, etc. La fraude en ligne, il en a parlé, d'accord, l'usurpation d'identité, quelqu'un qui se fait passer pour l'enfant de quelqu'un pour demander de l'argent à son papa, etc. Le vol de carte de crédit, les fraudes aux faux chèques, etc., etc. Donc, c'est un défi mondial, la cybercriminalité. Donc, un rapport d'Interpol sur les tendances mondiales de la criminalité montre que vient en tête le blanchiment d'argent, qui est à 67% des... Il y a le rançongiciel et il y a l'exploitation et abus pédosexuels sur Internet, qui devient une situation de plus en plus inquiétante. Si vous voyez bien le tableau Top Crime Threats Interpol Global Crime Trend Report 2022, vous allez voir que la cybercriminalité liée au sexe et autres occupe un rang un peu en arrière. Mais les tendances prouvent que dans les prochaines années, déjà dans les années à venir, elles vont occuper le deuxième rang. Et ceci doit nous interpeller. Je me rappelle dans la première intervention introductive, il s'agit de l'aspect éthique et autres. Les outils que nous avons, quelle est l'optique, quelle utilisation allons-nous en faire? C'est une question qui nous interpelle tous. La situation en Afrique, là j'ai parlé du monde en général, en Afrique ça paraît similaire. L'hameçonnage et l'escroquerie en ligne sont considérés à la fois comme la principale menace. La traite d'êtres humains, le trafic de stupéfiants et la criminalité organisée aussi est en pleine croissance. Il faut rappeler qu'il y a beaucoup d'appréciations qui sont faites aujourd'hui de l'émergence des transactions mobiles en Afrique, beaucoup plus que dans le reste des parties du monde. On assiste aussi à la migration du secteur financier vers le numérique. Donc, tout ça là constitue des sources innombrables d'avantages pour la région, mais cette croissance est également à l'origine d'une forte hausse des escroqueries bancaires en ligne. Le DG vient de parler des escroqueries, des cybercrimes qui ont eu lieu tout récemment et dans notre pays, que nous allons aborder peut-être plus tard. Concernant la situation au Togo, elle est similaire. Il y a un rapport intéressant de l'ANSSI qui est publié sur son site. Je peux partager avec vous le lien, mais dès que vous allez sur le site de l'ANSSI,
Vous allez voir le rapport très intéressant. Ceci, par anticipation, il y a eu des lois et des décrets qui ont été prises pour encadrer le secteur. Malgré ça, d'accord, nous assistons beaucoup à l'escroquerie en ligne. L'hameçonnage, le vol de cas de crédit, l'usurpation d'identité, etc. Les extorsions en ligne avec chantage et sextorsion, les escroqueries aux faux ordres de virement, les rançongiciels, d'accord, etc., etc. Selon la cellule de lutte contre la cybercriminalité de la police nationale togolaise, les préjudices financiers de la cybercriminalité au Togo est d'environ 45 millions de francs CFA. Et vous allez vous rendre compte que ce chiffre n'est pas vraiment crédible. De même, les statistiques de la police et de la gendarmerie disent que 86 cybercriminels impliqués dans des incidents de sécurité informatique tels que l'atteinte à un système informatique, la cyberescroquerie, l'anarque, le faux et groupement de malfaiteurs ont été déférés en 2022. Pourquoi donc les chiffres que nous donnons, surtout les 45 millions, ne sont pas exacts? Nous le savons. C'est juste parce que nous remarquons que lorsque ces incidents arrivent, lorsque quelqu'un est victime de ces crimes, il ne le dénonce pas, soit par ignorance ou peut-être qu'il ne sait pas qu'il fallait le dénoncer ou ne sait à qui le dénoncer. Et il y a aussi une faible collaboration entre les différents acteurs. En conclusion, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met toutes ces difficultés sur les ressources, autant financières qu'humaines, pour mieux cerner ce secteur de cybercriminalité? Est-ce que l'arsenal juridique que nous aide-t-il à lutter à la dissuasion des criminels? Voilà tant de questions que nous allons nous poser. Et c'est là que s'arrête provisoirement ma présentation. Je vous remercie. Merci, M. Ameka, pour cette présentation sur le temps. Vraiment, ça fait vraiment plaisir que le temps soit respecté. Je prie l'assistance dans ceux qui sont ici, que ceux qui sont à nous, d'utiliser les Q et les R pour commencer à poser des questions si vous pouvez le faire en ligne. Ou si vous avez des questions, les fiches qui sont distribuées, ceux qui sont en salle, je vais les prendre et les trier pour qu'après, nous puissions aller beaucoup plus vite. Donc, notre troisième je dirais monsieur Akoli Brice Dossé Ako pour la suite. Je que la présentation, si vous pouvez la faire dans un délai de 10 à 15 minutes. Ça nous aidera beaucoup. Merci beaucoup. Oui, OK. Oui, bonsoir tout le monde. Est-ce que vous pouvez voir mon écran? Oui. OK. Donc, merci à tous. Merci pour cette invitation, pour ce partage de connaissances. Je tiens à remercier les organisateurs, de même que les panélistes et les étudiants et tout le monde qui participe à cet événement. Monsieur Batana a fait une très bonne présentation, de même que Monsieur Amegakpo. Ils ont déjà dit la plupart de ce que je veux dire. Donc, ce que je vais faire, je vais plus me concentrer
sur quelques conseils pratiques pour lutter contre la cybercriminalité. Et donc, Monsieur Batana a fait une très belle présentation. Donc, je vais plus me concentrer sur la protection. Comme nous le savons de nos jours, de plus en plus, nous faisons face à des attaques de toutes parts, par des cybercriminels qui veulent exploiter nos informations, soit commettre des actes frauduleuses, rentrer dans les systèmes pour prendre les données personnelles et autres. Et M. Batana avait développé bien tout ce qui concerne la cybersécurité. Et M. Amegaku a parlé de la cybercriminalité. Donc, ce que je vais faire, comme je l'ai dit, je vais me concentrer plus sur les conseils pratiques. Donc, comment faire alors, nous les utilisateurs? Et je vais me concentrer plus sur le côté des utilisateurs pour nous protéger de toutes ces menaces. C'est vraiment très effrayant ce qui se passe. Donc, ce que je présente ici, on va commencer, comme M. Batana l'avait dit, les risques informatiques sont liés à des faiblesses ou des vulnérabilités et les menaces. C'est quand les menaces c'est quand les hackers exploitent nos vulnérabilités, c'est là qu'on a les risques informatiques et que ça déroule sur des sécurités informatiques. On a des vulnérabilités dans nos systèmes et on a des menaces. Et quand les menaces exploitent ces vulnérabilités, ça donne les incidents informatiques. Et chaque sécurité incident a des impacts. L'impact peut être très bas ou bien élevé. Ça dépend en fait de la criticalité de l'information qui est contenue dans ce système. Donc, nous, ce qu'on va faire, sur cette équation, on va un peu se concentrer sur la vulnérabilité. Parce que la vulnérabilité ou bien nos faiblesses, c'est quelque chose qu'on a un peu plus de contrôle. Vous comprenez? Par exemple, la menace peut venir de l'extérieur. On ne peut pas trop les contrôler. C'est comme les voleurs. Mais les vulnérabilités, c'est comme les faiblesses qu'on a dans nos maisons. Est-ce qu'on a bien fermé les portes? Ça, on peut les contrôler. Est-ce qu'on a mis des caméras, des codes de sécurité? On a mis des comptes à mesure. Donc, on peut les contrôler. Donc, c'est pour ça qu'on va se concentrer un peu sur comment améliorer nos faiblesses. Donc, la première chose à faire, c'est ce qu'on a remarqué. Je n'ai pas pu m'introduire, je vais le faire. Mon nom, c'est Brice Akoli de Béago. Je suis dans l'informatique depuis 1998. Je suis de Galen Technology, et qui est une société qui propose des solutions de cybersécurité et de networking. Et je suis aussi dans l'enseignement, je suis aux États-Unis, donc on forme généralement les gens de la diaspora ainsi que les women, les women qui veulent rentrer dans l'informatique. Donc, la première chose sur laquelle je vais me concentrer, c'est la formation à la sensibilisation à la sécurité informatique. C'est vrai que nous, en tant qu'ingénieurs, on pense premièrement à installer des contre-mesures qui sont plus techniques. Mais en réalité, on a remarqué que la plupart des attaques proviennent parfois suite à la négligence des utilisateurs. Donc, il est très, très important que les utilisateurs soient conscients des défis qu'il y a à l'extérieur
et qui peuvent compromettre leur système. Je me rappelle quand je travaillais en entreprise, si tu ne fais pas, si tu ne tues pas les formations en sensibilisation à la sécurité informatique, tu n'as pas de bonus à la fin de l'année. C'est là qu'on emploie les méthodes de bonne pratique aux utilisateurs. Par exemple, on peut voir les passwords. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent toujours 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour password, c'est vrai. Ou bien le nom de leur épouse, ou bien de leur copine pour password. C'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Les passwords doivent être au moins, les mots de passe doivent être au minimum 10 caractères à 14. Et puis, il faut utiliser les numériques de même que les alphanumériques. Right? Et les combinaisons et autres. Et puis, on demande aux gens d'utiliser des passwords. Et ce qui se passe parfois, ils utilisent des passwords si compliqués qu'ils écrivent pratiquement ce password et les collent sur les écrans. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Quand tu as un password, il faut protéger ça. Donc, ce qui se passe, ce qu'on recommande à nos clients, c'est de composer des passwords à partir de peut-être une phrase, c'est ce qu'on appelle paraphrase. Tu écris une phrase et puis tu prends peut-être le début de chaque word. Et avec ça, tu fais une combinaison de passwords que tu peux utiliser. Et de nos jours aussi, le problème, c'est qu'on a beaucoup de passwords. On utilise beaucoup de systèmes et on a tendance à utiliser les mêmes passwords pour tous nos systèmes. Ce n'est pas une chose très intéressante parce que si un hacker arrive à avoir le password d'un de tes systèmes ou bien d'un de tes accounts, il peut facilement avoir accès à tous les autres comptes que tu as. Donc, c'est quelque chose qui est à éviter. Et actuellement aussi, on a beaucoup de software pour gérer nos passwords. Par exemple, Google en a et ils peuvent sauvegarder immédiatement tes passwords pour toi pour que tu puisses facilement l'utiliser sans pour autant les mémoriser. OK? Nous conseillons aussi d'implémenter les authentifications à plusieurs facteurs sur tous vos comptes. C'est très, très important. Tous vos comptes Facebook, WhatsApp, Instagram et autres, tous ces comptes nous donnent la possibilité d'avoir un facteur, les authentifications à plusieurs facteurs. C'est quoi l'authentification à plusieurs facteurs? C'est quand, par exemple, tu veux rentrer dans ton système et le système te demande une façon additionnelle pour t'identifier. Par exemple, ça peut être un code qu'ils vont t'envoyer sur ton téléphone ou bien un code qu'ils vont envoyer sur un autre email que tu dois vérifier pour s'assurer que c'est toi. C'est très important d'avoir l'authentification à plusieurs facteurs. Si vous ne l'avez pas encore, faites-le. C'est ce que je dis toujours à mes étudiants. Donc, autre chose que vous pouvez faire pour vous protéger, c'est d'installer ou bien comment dire en français, d'enlever tous les logiciels que vous n'utilisez pas. Parce que imaginez, ceux qui nous attaquent ont besoin de portes d'entrée. Plus tu as de logiciels installés dans ton environnement, plus tu as potentiellement de portes qui peuvent ne pas être très protégées. Donc, pour éviter ça, la meilleure façon, c'est d'avoir seulement les passwords, les softwares que tu utilises dans ton système. Or, il se peut aussi que si tu as beaucoup de logiciels dans son système, tu n'as pas le temps ou bien tu n'appliques pas les updates au moment opportun. Donc, pour couper court, c'est mieux de ne même pas les avoir si tu ne les utilises pas. OK? Et soyez vigilants sur les réseaux sociaux et les sites de rencontres. C'est là que les acteurs malveillants profitent de notre naïveté surtout. Monsieur Batana avait parlé de social engineering. C'est sur les réseaux que ça se passe.
Ils n'utilisent même pas de méthode technologique. Ils peuvent dire que, oh, ils font un peu d'enquête sur toi, ou bien sûr, ils sont dans un groupe où tu es, ils connaissent le nom de ton enfant, ils peuvent dire, oh, ton enfant a eu un accident, ils prétendent qu'ils sont à côté de ton enfant et il a besoin de ceci. Donc, il faut faire très, très, très attention. OK? N'insérez pas de clé USB inconnue dans vos machines. La nature humaine est très curieuse. Je vous assure que si je laisse tomber une clé USB, peut-être 50% de personnes vont prendre cette clé et par curiosité vont l'insérer dans leur machine. C'est comme ça qu'ils peuvent, sans le savoir, installer des malwares dans leur machine. Donc, faire très attention, n'insérez pas de clé USB inconnue dans vos machines. Ne cliquez pas sur les links que vous recevez dans vos emails ou dans les réseaux sociaux. Faites très, très attention. C'est les périodes de fête actuellement. Vous pouvez recevoir un link qui va dire peut-être, oh, Ramco est en train de faire des rabais. Si tu es parmi les 10 premières personnes qui cliquent sur ce link et mets tes informations, tu as une discount de 50 000. Exemple. Ne tombez pas. Regardez faites très attention parce qu'en cliquant sur ce link, c'est comme ça que vous pouvez installer des virus sur vos machines. Et à partir de ces virus, ils peuvent prendre la main sur vos machines ou bien exploiter les données personnelles. L'autre chose, c'est d'éviter d'utiliser les softwares piratés. C'est quelque chose qui est très courant en Afrique. Parfois, on se dit, on ne veut pas payer pour les softwares, c'est gratuit. C'est là qu'ils peuvent vous avoir aussi. Donc, évitez de télécharger des softwares qui sont piratés parce que c'est comme des Trojan horse, comme M. Batana a dit. Parfois, ils se déguisent en quelque chose qui n'est pas nuisible. Mais dès que tu télécharges ce software, tu ouvres la porte à des pirates, à des hackers, right? Et évitez vous-même d'aller sur des sites de piraterie pour aller chercher ces softwares. C'est parce que c'est comme ça qu'ils installent comment dirais-je, les virus sur vos machines. Et il y a le concept qu'on appelle drive-by download. Le fait même d'aller sur le site, même si tu ne cliques pas sur une application, tu peux infecter tes machines. Installer les pare-feux, changer les passwords des réseaux Wi-Fi de vos access points. Ça, on a remarqué, la plupart des gens, c'est le même password qu'ils utilisent. Et il y a aussi les objets connectés. De nos jours, nos télévisions, nos microwaves sont sur Internet. Il faut faire attention. Et aussi, bon, le dernier point, c'est sauvegarder vos données sur un support externe. Quand vous avez, même sur un USB, de sorte que si votre machine est compromis, vous avez toujours un backup. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps, mais je vais vous envoyer le PowerPoint pour les gens qui sont intéressés. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Dominique. Nous allons passer au doyen. C'est notre doyen, notre cher doyen. Le professeur Santos. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais. C'est un peu dur d'intervenir après toutes ces personnes qui connaissent la matière sur le bout des doigts, hein, qui ont une grande expérience et qui ont apporté beaucoup de concret à ce webinaire. C'est difficile d'intervenir après eux parce que moi, je vais être très, très aérien, très littéraire. Donc, je n'aurai pas les exemples et les précisions qu'ils nous ont apportées et qui ont été très utiles. Je voudrais saluer tous ceux qui participent à ce webinaire. Je voulais remercier les organisateurs de m'avoir tiré de ma retraite pour cette intervention cet après-midi. Alors, moi, je suis parti du fait que on avait à examiner les enjeux du numérique au Togo, les principes fondamentaux,
la protection des données et la cybercriminalité. Alors, sur ces points-là, beaucoup de choses ont déjà été dites, je ne reviendrai pas là-dessus. Je vais évoquer rapidement les enjeux. Pourquoi on parle d'enjeux du numérique? Parce que le numérique, c'est un accélérateur de développement. C'est que lorsque les gens ont accès à Internet, ils ont accès à l'information. Alors, il devient possible pour eux d'innover et d'accéder à des technologies, différentes technologies, et aussi de se prendre en charge pour résoudre leurs propres problèmes. Donc là, c'est un enjeu important. L'autre enjeu, c'est l'enjeu de désenclavement. Euh, le numérique permet de sortir des frontières. Mais il y a aussi des craintes à avoir parce que le numérique aussi peut être, peut être source de toutes sortes d'abus, de toutes sortes de malveillances, mais il peut aussi représenter un défi par rapport à la sécurité. Et puis, un dernier point pour les facteurs qui sont défavorables, on peut dire que le numérique peut favoriser aussi les inégalités. Si vous avez dans un pays des gens qui ont accès au numérique dans certaines parties et dans d'autres parties, les gens n'ont pas accès au numérique, ça crée des inégalités. Alors, les enjeux ces enjeux-là sont généraux. À côté de ces enjeux, on peut avoir un enjeu de souveraineté. Parce que l'État, en tant que garant du droit et de la liberté, l'État doit procurer aux citoyens la confiance en organisant et en veillant à la protection des données personnelles. Il doit aussi assurer la protection des infrastructures de façon générale, les infrastructures techniques, technologiques. Il doit donc assurer la souveraineté du cyberespace. Alors, l'État doit aussi s'efforcer de réduire le plus possible la dépendance vis-à-vis des plateformes étrangères. Il y a aussi également un enjeu écologique parce qu'on pense que la réduction de l'utilisation du papier est à même de diminuer la pression sur l'environnement et en même temps que l'extraction des matières premières nécessaires à la fabrication des équipements. D'accord? Alors, il y a un enjeu éthique, on en a parlé largement, je ne reviendrai pas dessus. Alors, le second thème qui avait été envisagé, c'est le thème des principes fondamentaux. Alors, ces principes fondamentaux, je les trouve dans la loi la loi d'orientation sur la société de l'information au Togo, qu'on appelle en abrégé l'OSITO. C'est une loi de juin 2017 et cette loi a prévu des dispositions générales en vue de la création ou bien de l'avènement de la société de l'information. Alors, c'est quoi la société de l'information? C'est simplement la société dans laquelle le numérique occuperait la première place. Tout va tourner autour du numérique. Comme dit la loi elle-même, la loi dit que la société de l'information est une société dans laquelle les individus utilisent l'information de manière intensive. Elle est caractérisée par la place centrale qui occupe l'innovation et les technologies de l'information et de la communication. Donc, alors, pour l'avènement de cette société-là, le législateur a identifié un certain nombre de principes que je peux dire des principes qui sont à même de favoriser l'éclosion de la société de l'information et des principes qui peuvent favoriser la mise en œuvre de la société d'information. Alors, je vais les énumérer rapidement. Il y a d'abord le principe d'accès. C'est un accès ubiquitaire, c'est-à-dire qu'on peut accéder en tout lieu. C'est un accès qui doit être rendu abordable financièrement. C'est un accès qui doit être équitable pour éviter les distorsions et l'accroissement des inégalités. Alors, le second principe, c'est le principe de la liberté. Selon ce principe, chaque individu
a le droit de participer à la société de l'information en créant, en obtenant, ou en utilisant, ou en partageant l'information et le savoir. Donc, alors, ce principe-là garantit un égal accès au réseau. Dès lors que le réseau est public, on doit garantir un égal accès. Et tout ça pour les besoins personnels et pour les besoins professionnels et conformément à la loi. Alors, il y a aussi le principe du pluralisme. Le pluralisme voudrait que dans la société de l'information, on garantisse la diversité culturelle et linguistique. Il y a le principe de solidarité qui voudrait que les parties prenantes participent, chacune à son échelle, à la disponibilité, à la diffusion et à l'exploitation de l'information. Alors, ensuite, il y a le principe de responsabilité. Donc, chaque élément participant doit veiller à ce que le traitement des données à caractère personnel ne porte pas atteinte à la vie privée des citoyens. D'accord? Ensuite, le législateur a prévu maintenant 3 principes que je considère comme devant favoriser la mise en œuvre de la société de l'information. Il s'agit du principe d'éducation de la formation. Il s'agit du principe de sécurité. D'accord? Donc, ces principes-là vont participer à la mise en œuvre de la société de l'information. Alors maintenant, l'autre sujet que je voudrais aborder rapidement aussi, c'est que le temps passe, c'est le sujet de la protection des données. Alors la protection des données, c'est quelque chose qui pourrait être regardé comme étant banal, parce que depuis toujours, lorsque vous vous adressez à une entreprise d'assurance, à une entreprise bancaire, vous vous adressez à un hôpital ou à une clinique, on recueille des données vous concernant. Ça a toujours été fait. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi parle-t-on aujourd'hui de données à caractère personnel? C'est parce que le numérique a permis la circulation de l'information. Ça, c'est un élément important. Donc, a permis. Et puis, on a développé aussi des capacités de stockage et des capacités de traitement. Tout cela fait que les données personnelles peuvent être utilisées par les entreprises pour ajuster leur offre de biens et de services. Ce qui fait que les données à caractère personnel acquièrent une certaine valeur commerciale. Donc, la tentation est de vouloir vendre ces données personnelles-là. Or, ces données personnelles portent atteinte à la vie privée. C'est-à-dire que l'individu qui se connecte laisse des traces, c'est-à-dire il passe d'un site à l'autre, il laisse des traces, il laisse des éléments qui sont relatifs à sa vie privée. Et ces éléments sont collectés à son insu. Et ces éléments-là ces données-là peuvent être vendues, etc. Donc, l'État intervient pour protéger les données à caractère personnel dans leur traitement, dans leur collecte et dans leur cession, dans leur commercialisation. Donc, l'État, qu'est-ce que je peux dire? Que l'État distingue quand même 2 types de traitements de données de l'information. Les traitements qui peuvent être autorisés parce que c'est nécessaire pour la médecine, par exemple, c'est nécessaire pour la recherche. Donc, ces traitements sont autorisés et doivent être déclarés. Il y a des traitements qui sont interdits. Donc, l'État, la loi prévoit ces éléments-là et crée une agence qui s'en occupe spécialement. Alors, dernière chose que je vais dire avant de laisser la parole, sur la cybercriminalité, et beaucoup de choses ont été dites et très bien dites, c'est que le Code pénal prévoit des infractions qui sont sanctionnées. Et également, l'État a mis en œuvre une agence, l'agence l'ANSSI, l'Agence nationale de lutte contre la cybercriminalité. Cette agence-là a plusieurs rôles. Elle a un rôle de riposte contre les attaques.
elle a un rôle de prévention, mais il y a aussi, elle a un rôle de certification, de sécurisation des données. Voilà, voilà ce que je voudrais juste dire, sans trop m'attarder sur ce qui a été dit et qui a été très bien dit, comme je l'ai dit. Je vous remercie. Les panélistes, là, on va directement aller dans la partie interactive aux questions. J'en ai reçu plein ici. Donc, déjà, je vois qu'il y a une question qui est spécifiquement adressée à M. Batana. Donc, si M. Batana est toujours là, il est là, oui. Oui, je suis en ligne. Ok, vous avez vu la question? Vous pouvez la voir direct, mais je peux vous la lire aussi. M. Batana, peux-tu nous dire si possible l'état de la cybercriminalité au Togo et l'Agence nationale de cybercriminalité aident les entreprises pour les services étatiques à part les sensibilisations? Ont-ils des experts pour prévenir et aider ceux-ci à déjouer les criminels? Oui, je vous remercie. Le Togo, je suis très fier du gouvernement pour ce qui a été fait côté cybersécurité au Togo. Premièrement, le gouvernement a créé l'Agence nationale de cybersécurité qui est dirigée actuellement par le commandant Gwaliba, qui travaille de manière très étroite avec nous. En 2022, il a accompagné une équipe d'étudiants de deuxième année qui avaient participé à un concours de piratage organisé par la CEDEAO à la phase finale. Donc, il les a pris lui-même, il les a pris en charge, il était avec eux dans la salle d'examen et tout ça, ils sont sortis septième. Donc, là, ça, c'est l'Agence nationale de cybersécurité. Maintenant, l'Agence nationale de cybersécurité a un bras armé qu'on appelle CDA, Cyberdéfense Africa. Ça, c'est une entreprise créée par l'État et une entreprise polonaise en joint venture pour essayer d'apporter une assistance aux entreprises, notamment les ministères, les sociétés d'État et tout ça. Et l'ANSI plus le CDA apportent leur expertise aux autres pays de la sous-région. D'accord? Et donc, ça, c'est vraiment une chose dont il faut vraiment être fier. J'avoue, je voudrais souligner au passage que la quasi-totalité ils ont une équipe de gens extrêmement, ils ont une équipe d'experts. Et je peux dire, nous avons été dit que la quasi-totalité des recrues de CDA sont des diplômés de IPNET. Ça, c'est ce que la CDA m'a dit. Donc, franchement, ils sont très, très ambitieux, très organisés. Ils font du très bon travail. Donc, en matière de cybersécurité, je pense que le gouvernement est vraiment, c'est-à-dire que par rapport aux autres pays, je pense que vraiment, ils sont en train de faire un très beau travail en matière de cybersécurité à travers l'Agence nationale de cybersécurité, qui est un organisme pour légiférer, informer et tout ça. Et puis, son bras armé, qui est le CDA, qui intervient effectivement sur le terrain pour implémenter et aider les entreprises à se sécuriser. Voilà ce que je voulais dire. Donc, de ce point de vue, vraiment, c'est quelque chose dont il faut être vraiment fier. Peut-être pour terminer, si vous permettez, les jeunes qui nous écoutent, je voudrais vraiment inviter les jeunes qui nous écoutent à se spécialiser en cybersécurité. Rien que cette semaine, une entreprise a demandé à Epinet Institute of Technology 28 dossiers. Enfin, ils veulent 28 personnes pour recruter en cybersécurité. On a publié dans tous les groupes des anciens diplômés, les étudiants qui viennent de finir et tout ça. On n'a pu récolter que 18 candidats sur 28 qu'on nous demandait. Donc, franchement, il faut que les jeunes se mettent au travail, parce que c'est une affaire de travail. Il n'y a rien de compliqué là-dedans, mais en informatique, si quelqu'un veut faire carrière, c'est qu'il faut beaucoup travailler. Il faut se renseigner, il faut vraiment disposer de tout, il faut beaucoup travailler, passer les examens internationaux.
Et c'est ça. Donc, quand j'entends les jeunes dire qu'il y a chômage et tout ça, non. Je vous dis, sur 28 candidats qu'on me demandait, je n'ai plus fourni que 18. D'accord? Et ça, c'est des postes de analyste, SOC, NOC, premier niveau, et puis analyste SOC, NOC, deuxième niveau, plus administrateur SOC, NOC. Donc, Security Operation Center et puis Network Operation Center. Donc, voilà, ça, c'est des profils qu'on m'a demandé. Donc, vraiment, il y a Merci, du travail. Merci Alors, beaucoup. merci beaucoup. On a la salle jusqu'à 18h30, mais ce fait qu'on a beaucoup de questions. Il y a une autre question en ligne. Quel regard vous portez sur la protection des données personnelles dans l'utilisation contre le crime organisé? Je ne sais pas quel panéliste va prendre la question. Pour protéger, pour atteindre cet objectif, il faut nécessairement former et sensibiliser les utilisateurs. On peut prendre toutes les autres mesures. Vous voyez, c'est-à-dire que même quand on va déployer des solutions de sécurisation dans une entreprise, l'une des actions clés qu'il faut prendre, c'est former les utilisateurs. Donc, il faut sensibiliser les utilisateurs. Je pense que lors d'une réunion, une séance de travail avec l'Agence nationale de cybersécurité du Togo, ils ont ça en programme. Ils veulent même passer des formations dans les radios, sur les chaînes de télé, des choses comme ça. Il y a une formation qu'on appelle CyberSafe. C'est une formation d'une journée et demie, à l'issue de laquelle l'apprenant passe un examen pour dire qu'il est qualifié pour utiliser Internet en toute sécurité, sans compromettre la sécurité de ses données personnelles. Vous voyez? Donc, c'est une question de formation. L'action qu'il faut mener pour résoudre ce problème, c'est la formation et la sensibilisation. Et donc, au plan international, une formation qu'on appelle CyberSafe, OK? Et c'est une journée et demie pour permettre donc, à l'issue de cette formation, à l'apprenant de passer un examen international qu'on appelle CyberSafe. J'ai oublié le numéro de code je n'ai pas le numéro de code en tête, mais pour dire que, OK, vous êtes qualifié pour utiliser Internet de manière sécurisée. Il faudrait que le maximum d'utilisateurs suivent cette formation. De la confidentialité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Quel impact juridique cela peut avoir sur les instruments financiers, notamment les banques? Bon, ça n'a pas d'impact sur les instruments financiers en tant que tels. C'est-à-dire que les instruments financiers, ce sont les valeurs mobilières et les instruments de paiement, etc. Donc, ça n'a pas d'impact. En réalité, ce qui a un impact, c'est que lorsqu'on surveille une entreprise, lorsqu'on on arrive à déceler des éléments qui prouvent qu'il y a blanchiment ou bien utilisation de l'argent sale au profit du terrorisme, il y a une sanction qui tombe sur la banque qui ne fait pas attention, parce que la banque a l'obligation, d'accord, de demander les renseignements. Et si la banque a les renseignements, elle est obligée de communiquer ces renseignements à l'organe qui s'occupe de la lutte contre le blanchiment dans la sous-région. Donc, ça n'a pas la question, telle que la question est posée, on peut difficilement y répondre. Ça n'a pas d'impact sur l'instrument. L'instrument, lui, bon, on l'utilise. Est-ce que le banquier peut accueillir quelqu'un qui a des fonds provenant du terrorisme? Non. S'il a des informations, il fait remplir les formulaires et qu'il est au courant des informations, il doit pouvoir, comment on dit ça, communiquer ces informations aux instances qui sont chargées de cette lutte-là. C'est tout ce que je peux dire. Pendant que tout ça, je regarde et pour les questions à caractère juridique, y a-t-il une différence entre une criminalité et une cybercriminalité? Bon, la criminalité se définit comme le fait de transgresser une règle qui est
dont la transgression est assortie de sanctions. Donc, la criminalité, c'est la criminalité, toujours. Est-ce que la cybercriminalité est une criminalité? Simplement, elle se définit par rapport au contexte et aux moyens qui sont utilisés. C'est pour ça qu'on parle de cybercriminalité, parce que elle va pas s'exercer. La matérialité des faits n'est pas la même. C'est-à-dire que euh, quand on insulte quelqu'un ou bien on envoie des messages à quelqu'un, ça n'a pas la même matérialité que quand on prend un bâton pour le taper. Donc, c'est ça. Et puis, il y a des infractions qu'on ne trouve pas dans le droit commun, qu'on trouve en matière en matière de numérique. D'accord? C'est pour ça qu'il y a une différence. Sinon, la criminalité, c'est toujours la criminalité. C'est-à-dire qu'il y a une loi qui a été prise qui interdit tel comportement. Ce comportement a été transgressé. D'accord? Alors, il y a une punition. Donc, que ce soit en matière de cybercriminalité ou en matière de criminalité tout court, c'est la même chose. Maintenant, les moyens de délinquance ne sont pas les mêmes, tout simplement. Je ne sais pas si c'est ça qu'ils voulaient savoir. Merci beaucoup. La prochaine question. Quel est le cursus scolaire détaillé pour être un expert en cybersécurité au Togo? Je revois que M. Brice dit s'il peut nous prendre cette question. Oui, allô? OK. Je vais apporter ma contribution et je suis sûr que M. Batana a plus d'informations sur le Togo. Bon, et de manière classique, il y a deux façons pour devenir un expert en informatique. Et tu peux suivre le cursus, je dirais, traditionnel en allant à l'université, en faisant, par exemple, une spécialisation en computer science ou information technology. Mais l'avantage avec notre métier d'informaticien, c'est que aussi tu peux utiliser un shortcut. Je dirais par là, faire une formation. Même si c'est une formation de 1 an, par exemple, aller à l'école de M. Batana pour faire une formation, même si c'est une formation de 1 an, qui te permet d'avoir les bases. Dès que tu as cette base, tu peux chercher un emploi. Et le plus important en informatique, contrairement aux autres métiers, c'est le travail personnel. Moi, par exemple, quand je fais une interview à un postulant, il peut avoir une maîtrise, il peut avoir un doctorat en informatique. Mais si je lui donne une machine ou un routeur, je lui dis de me faire une petite configuration et qu'il n'arrive pas à le faire, je ne vais pas l'engager. Donc, l'informatique est assez, les études d'informatique, il y a aussi ce côté pratique qui est très important. Vous devez beaucoup travailler sur vous-même, faire des exercices, faire beaucoup de recherches, parce que aller à l'école seulement ne suffit pas. Donc, je pense que dans tous les cas, que ce soit la formation traditionnelle à l'université ou la formation par les trainings, il faut beaucoup de travail personnel. Et on a passé, surtout au début, moi, je me rappelle, on passe des nuits à étudier, à étudier, à étudier. Donc, j'espère que j'ai répondu. Je l'espère aussi, merci. Je voudrais ajouter que même un juriste aussi peut être expert en cybercriminalité. Il faut qu'il fasse des études de droit et puis qu'il se spécialise en droit pénal. C'est tout. Exactement. Et qu'il y ait un peu de pratique. Oui. Bon, je vais aussi ajouter, j'ai parlé en tant qu'ingénieur, mais en réalité aussi, il y a beaucoup de domaines en cybersécurité qui sont plus du niveau de compliance et de matière pour les juristes qui n'ont pas besoin nécessairement d'être technical. Par exemple, les gens qui font les standards, qui écrivent les procédures, qui font les audits,
ils doivent avoir une idée de comment les choses marchent, mais ils n'ont pas besoin nécessairement d'être ingénieurs. Il y a aussi cette filière qui paye beaucoup actuellement, les gens qui font les gouvernances, les procédures, les standards, and so on. Merci. Prochaine question. Comment sauvegarder nos données sur une machine pour pouvoir les récupérer lorsque la machine a un problème? Je pense que cette question elle est plutôt beaucoup plus technique. Vous allez leur expliquer ça par la suite. Vous avez parlé de menaces informatiques. Comment nous pouvons savoir, comment nous pouvons faire pour sortir de ces menaces? Et c'est quoi la super criminalité? Ça, c'est par monsieur là-haut. Je ne sais pas si j'ai bien vu la question posée. C'est bien cela? Oui. C'est quoi la super criminalité? Quelqu'un peut nous répondre sur le panel, s'il vous plaît? Je peux répondre rapidement. La cybercriminalité, vous voyez ça comme les crimes qu'on commet, mais en utilisant le numérique pour atteindre ses objectifs. C'est les mêmes criminels, c'est les mêmes objectifs. Mais ce qu'ils font actuellement, c'est qu'ils utilisent Internet, les réseaux sociaux, le téléphone, la messagerie pour atteindre leur objectif qui est en fait de vous nuire, si je peux simplifier comme ça. Ouais. Et ils utilisent ça en complémentaire, de manière complémentaire à ce qu'ils font déjà. Oui. Je pense que je valide complètement la réponse. C'est lorsque le crime est commis à l'aide du numérique, tout simplement. Une autre question. La prochaine question, c'est une connotation juridique. Quel regard portez-vous sur la protection des données personnelles dans la vie? Et quelles sont les voies de recours juridiques pour les victimes d'attaques cybercriminelles? Les voies de recours des victimes. Alors, les voies et recours des victimes, si c'est une infraction, on peut poursuivre au pénal, une action publique. S'il n'y a pas d'infraction au sens pénal du terme, donc on peut poursuivre en responsabilité. On peut poursuivre aussi en diffamation, etc. Donc, il y a des infractions il y a des comportements qui sont répréhensibles. C'est-à-dire que lorsque vous commettez une infraction qui est prévue par le législateur concernant le monde, le cyberespace, donc on va suivre on va se présenter devant le juge pénal, d'accord? On va introduire ce qu'on appelle une action civile devant le juge pénal. Donc, on va saisir le juge pénal, c'est lui qui va statuer parce qu'en cette matière-là, il y a toujours deux actions. Il y a l'action publique qui réprime l'infraction et l'action civile qui permet de dédommager la victime lorsqu'elle a subi un préjudice du fait de l'infraction. Maintenant, en dehors de ça, s'il n'y a pas d'infraction, on va au plan civil. C'est souvent, s'il y a un contrat, on va sur le terrain du contrat. S'il n'y a pas de contrat, on va sur le terrain délictuel, comme on dit, à base de la faute commise. Voilà ce que je peux dire. Merci. La dernière question que j'ai ici, c'est quelle est la nature de l'acte légal établissant le traitement des données autonomes? Et on peut avoir la copie de l'acte ou bien Quelle est la nature, l'envoyer. quelle est la nature La de l'acte? nature légale établissant les traitements des données. Alors,
C'est la loi, c'est la loi, c'est le décret, c'est la loi et son décret d'application, tout simplement. Est-ce que vous avez une idée du décret en question, de la loi en question? Oui, on peut donner le décret. Je l'avais tout à l'heure. Pour la protection des données, c'est la loi numéro 2019-14, donc relative à la protection des données personnelles. C'est une loi qui date de, je vais vous donner la date, si je trouve, c'est pas, ça s'affiche pas. C'est une loi qui est une loi de 2019, donc comme j'ai dit, la date exacte se trouve à la fin de la loi. Excusez-moi. Voilà, donc c'est une loi qui date du 29 octobre 2019. Merci. C'est une loi très importante hein, parce qu'elle comporte quand même une centaine d'articles. Une loi très importante. J'invite ceux qui sont sur le panel d'envoyer, s'ils peuvent, leur PowerPoint et leurs documents au CAS, au CAJS, afin que nos jeunes frères puissent en profiter. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Pour votre présence parmi nous, qui nous donne encore la force de continuer. Monsieur Badana, on aura certainement besoin de votre expertise. Donc, je vous mettrai en contact avec le président du CAJS parce que beaucoup de choses sont restées en suspense. Comme ça, vos documents pourront être mis à la justice. Je vous remercie pour votre patience. Et si le président du CAJS qui nous avait lancé le mot a quelques mots de crainte à l'égard de nos amis et de nos jeunes frères, merci. Un sincère merci aux panélistes, les aînés, les doyens, et tout le monde. Moi, je ne peux pas citer. Ils ont donné de leur respecter ce soir. Ils nous ont laissé sans mots qu'on pourrait avoir assez de temps pour apprendre aussi la densité de leur savoir. Toutefois, moi, je vais susciter leur contact par la suite, puisque déjà, nous venons de créer un groupe qui va regrouper en potentiel pour partage des informations en lien avec les modules et tout. Et nous allons aussi peut-être, à travers ce groupe, inviter individuellement, par la grâce de Dieu, les panélistes, toujours sous la coordination de Mabel Promo, pour nous partager les aspects. Je vois notre très cher panéliste, M. Badana, qui a autant de données pour nous. Les jeunes actuellement auraient continué, mais c'est le timing qui fait défaut. Puis, personnellement, je vais le prendre à l'Inbox pour organiser une séance spéciale sur la sécurité, ainsi que le doyen, on est avec le droit. Les jeunes sont restés, il y a des mastérants qui sont dans le domaine ici avec nous. Et nous avons à l'université de Cara une faculté aussi qui commence à travailler sur les aspects de cybersécurité. Spécialement pour eux aussi, je vais un jour solliciter organiser une séance pour renforcer encore à ce niveau. Merci aussi à nos jeunes qui ont vraiment perdu le temps, ainsi que les filles, je ne peux pas faire, mais un temps qui a permis de gagner quelque chose en retour. C'est sous sélection de vos profils que nous avons retenu des gens ici, dans l'espoir que ça va servir dans votre vie quotidienne. Et d'ici là, on sera ensemble à travers la plateforme, tisser les
connaissance ensemble, des partenariats. Idéalement, rassurer doit avec le groupe, beaucoup de choses vont se passer. On s'est pris belle, nous allons coordonner davantage de choses. Il y a autant de merci à dire, surtout aux modérateurs et aux doyens de nous nommer et tout. Mais on préfère s'arrêter là compte tenu du timing et souhaiter bonne soirée à tout le monde. Merci.